Voilà, Monsieur Tikpi Salifou Achadam, bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, quel est l'objet de votre séjour ici en Allemagne? Je suis le président du Parti national panafricain au Togo et j'ai été invité avec d'autres responsables du Parti national panafricain. Donc, c'est une délégation. Nous avons été invités par le Parti national panafricain de la diaspora en Allemagne et pour venir échanger avec elle Oui, échanger sur quel thème précisément? sur la situation sociopolitique au Togo actuellement, sur la situation de blocage que vit le Togo et essayer de réfléchir sur quelles seraient les issues, quelle stratégie pour sortir de la crise actuelle. Oui, parlons justement de la situation politique dans votre pays, le Togo. Selon nos informations, eh bien la commission qui devait statuer sur les réformes institutionnelles et constitutionnelles, hein, cette commission est en train de pencher pour plutôt un septennat au lieu d'un quinquennat à l'état actuel. Et si jamais cette option est adoptée, eh bien le compteur sera remis à zéro et le président Faure Gnassingbé pourrait encore briguer un autre mandat. Donc, il a droit encore à 14 ans. Quelle est votre réaction? Je crois qu'il faut peut-être faire un petit rappel. L'accord politique global a été conclu en 2006 et Faure Gnassingbé et son gouvernement ont refusé de mettre en œuvre cet accord. D'accord en accord, de rediscussion à rediscussion, de négociation à négociation, nous sommes arrivés aujourd'hui 10 ans après. L'accord politique global n'est pas mis en œuvre. L'opposition s'est battue pour obtenir ces réformes constitutionnelles, institutionnelles, électorales, mais le pouvoir a continué à jouer, à faire la sourde oreille. Et aujourd'hui, le drame, c'est que plutôt que de parler de réformes au niveau du pouvoir, on veut nous proposer une 5e République. C'est-à-dire la commission dont vous parlez est en train non seulement de travailler sur la réforme de la Constitution de 1992, mais de faire en sorte que l'on nous propose une nouvelle constitution. Oui, mais et en fait, de nouvelle constitution, il s'agit d'un tout cousu sur mesure pour Faure. Et nous ne l'admettrons jamais. Oui, mais les membres de cette commission disent que ces réformes ne concernent pas uniquement le mandat, non? Ils ne sont pas en train de travailler sur les réformes. Les réformes ont été adoptées depuis 2006. Il suffisait de les mettre en application. Parce qu'on ne veut pas faire des réformes, on veut écrire une nouvelle constitution. Voilà le problème. C'est pour ça qu'au PNP, nous pensons qu'il est aujourd'hui dépassé de continuer par réclamer, par revendiquer les réformes constitutionnelles et institutionnelles, mais plutôt de revendiquer ou de réclamer le retour à la Constitution de 1992. Donc aujourd'hui, au PNP, le débat, ou en tout cas le combat, c'est de revenir à la Constitution de 1992 et d'obtenir le droit de vote de la diaspora. Vous savez, le Togo, c'est le seul pays aujourd'hui en Afrique de l'Ouest où la diaspora ne vote pas. Quand on quitte le Togo, on perd immédiatement, automatiquement son droit de vote. Et donc, le retour à la Constitution de 1992, qui est la Constitution la plus démocratique, qui a été adoptée de façon consensuelle, Oui, mais dans le même ou temps, alors il dans le faudra même se temps- battre pour chasser ce pouvoir. Oui, mais dans le même temps, beaucoup d'opposants estiment que cette constitution de 1992 est désuète. Lequel, par exemple? Oui, mais maintenant, Je ne vois pas d'opposant crédible en train de dire ce que vous êtes en train de dire. Quel est l'opposant crédible qui soutient que la Constitution de 1992, telle qu'elle a été adoptée, était mauvaise ou n'était pas démocratique? Cette Constitution, même EAD m'a appelé à voter pour elle. Et c'est jusqu'à 98 et quelques pourcents qu'elle a été votée. Mais elle n'a pas été mise en œuvre. Vous savez, la Constitution, par principe, est faite pour durer. On ne révise pas une constitution comme une ordonnance, comme une loi ordinaire. C'est la mère des lois, c'est le socle, c'est le soubassement de la nation. Au Togo, on révise la constitution comme une loi ordinaire. mais qu'est-ce que vous reprochez concrètement à ce projet de réforme constitutionnelle et institutionnelle? Le problème est clair. Tout ce qui se passe aujourd'hui au Togo sur la question des réformes de la nouvelle constitution participe d'un projet très clair. Il y a une volonté de conservation du pouvoir au sein de la famille Gnassingbé. C'est un projet de monarchisation de notre pays et nous ne l'admettrons jamais. Oui, mais maintenant que ce projet est en train de prendre corps, si jamais un référendum était convoqué, est-ce que vous aurez les moyens d'en empêcher la tenue? Le référendum n'est pas encore à l'ordre du jour chez nous. Le référendum n'est pas à l'ordre du jour ni au PNP, ni au sein des partis politiques de l'opposition, des partis sérieux de l'opposition. Parce que, vous savez, aujourd'hui, qu'est-ce que le PNP dit? Comme je venais de le dire, c'est-à-dire, c'est de demander, c'est de revendiquer, c'est d'exiger le retour à la Constitution de 1992, le vote de la diaspora, ou bien se mobiliser pour chasser ce pouvoir. Mais est-ce que vous en avez les moyens? Nous avons commencé par nous donner les moyens. Les moyens, c'est quoi? C'est la mobilisation. La force se trouve dans le nombre. C'est pour cela que le PNP a entamé une série de meetings
à Lomé et à l'intérieur du pays pour conscientiser le peuple. Parce que vous savez, pour mettre quelqu'un debout, il faut le conscientiser. Et il y a d'autres partis aussi qui font le même travail. Mais au niveau du PNP, nous faisons le travail chaque samedi, de façon hebdomadaire, au niveau de notre siège, pour expliquer aux populations togolaises la situation dans laquelle nous nous trouvons, le retard que le Togo a pris et le risque qu'il y a à rester dans le statu quo. Oui, vous optez pour la mobilisation de la rue. On se rappelle qu'en 2005, suite au décès donc, du président Yadema, la rue s'était mobilisée, mais depuis lors, le pouvoir est toujours en place. Est-ce que vous pensez que la rue peut être une alternative? Ce n'est pas parce que la rue n'a pas réussi en 2005 qu'elle ne réussira pas en 2017. Vous savez, un peuple est capable de réagir à tout moment, même parfois de façon inattendue. Il suffit maintenant d'expliquer la situation, de faire prendre conscience. Il faut construire les consciences maintenant. Parce que vous savez, aujourd'hui, il y a aussi la pauvreté qui fait que tout le monde comprend ce qui se passe. Il suffit de passer la frontière au Bénin, passer la frontière au Ghana, au Burkina, et rien n'est pareil. De plus en plus, les populations congolaises prennent conscience. Et nous pensons qu'avec les explications, avec un travail de fond, ce peuple est capable de se mettre debout. Parce qu'une fois qu'il a été capable, autour des années 1960, qu'il a été capable de bouleverser la donne en 1990, nous pensons que le peuple togolais est capable de faire la même chose. Parce que qui a pu, peut. Ouais. Dans une interview que le ministre des Affaires étrangères de votre pays, M. Robert Doucet à la Deutsche Welle, eh bien, il ressort clairement que 2017 sera une année électorale, notamment avec l'organisation des élections locales. Est-ce que ce n'est pas une bonne nouvelle? Et sur la base de quelle constitution? Mais les élections locales, parlons-en. Vous savez, la première loi sur la décentralisation date de 1998. Et depuis, il n'y a pas eu de décentralisation effective. La deuxième loi a été adoptée en 2007 sur la décentralisation et les libertés locales. Le Togo n'est pas encore en décentralisation effective. Le pouvoir a peur de la décentralisation parce que le pouvoir veut juste donner les moyens de maîtriser les villes principales avant de lancer la décentralisation. Voyez-vous, aujourd'hui, ils sont en train de multiplier les préfectures parce que, par principe, une préfecture est une commune urbaine. Et donc, ils multiplient les préfectures, ils saucissonnent le territoire national. Et quand vous voyez la manière dont le pays est découpé, 56 600 km², on se demande que veut ce pouvoir en place. Et donc, la décentralisation, on nous en a parlé depuis 1998, on nous a parlé depuis 2007, et jusqu'à aujourd'hui, on n'est pas en décentralisation effective, mais on continue de nommer les présidents des délégations spéciales en violation de la loi. La loi même de 2007 sur la décentralisation et liberté locale. Parce que cette loi dit que les collectivités territoriales sont gérées par des conseils élus. Alors, si les collectivités locales sont administrées par les conseils élus, d'où vient que l'on continue de nommer des présidents de délégations spéciales? Et ça, c'est un problème. Et ces présidents de délégations spéciales sont ceux-là qui participent aussi du jeu à la limitation de la liberté d'expression, surtout quand il s'agit des meetings sur leur territoire. Oui, et si jamais ces élections locales étaient donc convoquées, est-ce que votre parti, qui n'a que 3 ans d'existence, va y prendre part? Nous nous préparons à toutes les éventualités. Mais l'agenda du PNP, c'est de se battre pour le retour à la Constitution 1992, le vote de la diaspora, ou alors tout simplement mobiliser le peuple togolais pour chasser le régime de force du pouvoir. Parce qu'il a été très clair. Il dit, il y a une minorité qui s'accapare les richesses de notre pays. Et ça, c'est une aberration. Il ne fait rien contre cette minorité. Et du coup, nous, on se rend compte qu'il fait partie de cette minorité. Un chef d'État qui se contente de constater qu'il n'agit pas n'est pas un chef d'État. Deuxièmement, Faure a été très clair aussi. Il a dit, mon père m'a dit de ne jamais laisser passer le pouvoir. Donc, il a dit où? Il a dit publiquement. Il a dit publiquement, pas en chambre, et tous les Togolais l'ont entendu. Il dit, notre père nous a dit de ne jamais laisser passer le pouvoir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est en train d'exécuter le testament de son père, qui lui dit, accroche-toi au pouvoir. Et donc, tout ce qui se fait au Togo aujourd'hui rentre dans la logique de conservation du pouvoir. Ça fait 50 ans quand même. Ça fait 50 ans quand même que la même famille est en train de gouverner au Togo. Ce n'est pas croyable. Ouais. Et nous ne l'admettrons pas encore, quand vous dites que le compteur va être remis à zéro, nous ne l'admettrons pas et le peuple togolais ne le permettra pas. Oui, dans beaucoup de pays... et on s'opposera par tous les moyens à la candidature de Faure. Oui, dans beaucoup de pays d'Afrique subsaharienne, les formations politiques de l'opposition se regroupent en coalition pour affronter le pouvoir en place. Or, vous, votre parti qui a 3 ans d'existence, évolue en solo actuellement. Est-ce que ce n'est pas un handicap? Le Togo a évolué en des temps différents. Vous savez, nous sommes sortis du parti unique, où le chef de l'État
était chef de l'État, chef du gouvernement, et tout, comme vous le savez. Et nous sommes arrivés au multipartisme. Et en 90, nous avons eu 5 partis politiques. 5 principaux partis politiques. Il y en a eu d'autres, mais les principaux partis politiques étaient l'UFC, Union des forces du changement, le PDR, le CAR, la CDPA et l'UTD de Edem Kojo. Et à 5, l'on a vu le résultat auquel nous sommes parvenus. À 5, nous avons obtenu la conférence nationale souveraine et nous avons obtenu la constitution de 1992. Mais après, on s'est rendu compte que l'opposition s'est battue pour avoir un candidat unique, c'est-à-dire une opposition à une tête. Oui, Jean-Pierre Fabre. Or, jusqu'en 98, et quand vous revoyez toutes les élections présidentielles qui ont eu lieu au Togo, l'élection présidentielle qui a posé plus de difficultés, plus de problèmes, plus d'énigmes au RPT, c'est l'élection présidentielle de 1998, où il y a eu plusieurs candidats, mais des candidats tête de pont de l'opposition. Vous aviez Edem Kojo, Zarifou Aeva, Gilles Christ Olympio et autres, les Ninevi. Et le RPT a eu des problèmes. Qu'est-ce que le RPT a fait pour s'en sortir? Ils ont fait démissionner de force la présidente de la CENI, Mme Awanana, et c'est le ministre de l'Intérieur de l'époque qui est venu, Manu Militare, proclamer les résultats. En fait, des résultats, c'était quelque chose de calculé d'avance qui a été plaqué, et Adema était encore au pouvoir. Aujourd'hui, quand vous remarquez ce que nous avons obtenu, quand l'opposition n'était pas à une tête, et ce que nous obtenons aujourd'hui, depuis les élections de 2005, 2010 et 2015, on se rend compte que l'opposition à une tête ne marche pas. Et c'est pour cela que le PNP propose l'opposition à plusieurs têtes, au moins 2 ou 3 têtes, pour prendre en étau ce régime en place. On pourra discuter sur le maillage du territoire. Parce que vous avez, il y a M. Gogué, qui est quand même dans l'extrême nord, le parti a dit, on pourra voir qu'est-ce qu'on fait, comment on s'organise, hein? Mais dans une unité d'action, pas dans l'unité de l'opposition. Parce que l'opposition à une tête n'a pas fonctionné jusqu'à aujourd'hui, elle ne fonctionnera pas. Donc pour le PNP, il ne s'agit pas de travailler en solo et d'arriver au résultat seul. Mais qu'est-ce que nous disons aux autres partis politiques que nous rencontrons? Il y en a qui viennent nous voir, nous allons voir, on discute ensemble entre nous. Mais nous disons qu'un parti politique, c'est les militants. Donc que chaque parti politique, individuellement, fasse la preuve de sa capacité de mobilisation. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous allez voir un parti A qui mobilise de façon visible dans le pays, un parti B qui mobilise, c'est ainsi de suite. Et le moment venu, on se donne rendez-vous, on signe ensemble un document qui appelle le peuple togolais à manifester et en ce moment, chaque parti sort ses militants. Imaginez que du parti de l'opposition sortent chacun 10 000. Chacun 10 000 militants dans la rue. 10 000 militants, 10 000 fois 10, vous avez combien? Vous n'avez pas peur que le pouvoir tire sur les populations? Aujourd'hui, je pense que le monde a évolué aussi parce qu'il y a l'environnement extérieur. Il y a aussi les communications qui sont développées. Aujourd'hui, un militaire est tout de suite envoyé sur l'Internet, en tout cas sur les réseaux sociaux, quand il commet des violations des droits de l'homme. On se rappelle qu'en 2005, on a vu des militaires togolais en train de voler des urnes. Ça fait le tour du monde, mais ça n'a pas empêché la réélection. Oui, même. Récemment, peut-être qu'on pourra en parler. Lors d'un meeting du PNP à Kara, la gendarmerie a emporté notre groupe électrogène. C'est pour dire qu'aujourd'hui, nous sommes en train de l'expliquer aux populations. Et même si l'armée est obligée de tirer, est-ce que cela suffit pour laisser le pouvoir à une seule famille? Est-ce que cela suffit pour céder à la monarchisation du pays? Non, on ne l'admettra pas. Quelle que soit l'attitude que l'armée aura, nous ne l'admettrons pas. Maintenant, aujourd'hui, l'armée togolaise d'aujourd'hui n'est pas l'armée d'hier. Vous savez, l'armée de 92, 90, 2005 par là, il y avait beaucoup de militaires qui avaient été recrutés comme ça sur l'État. Aujourd'hui, dans l'armée togolaise, dans la gendarmerie togolaise, dans la police togolaise, vous avez des gens de très haut niveau d'études. Vous avez à la police des maîtres en droit, vous avez dans l'armée des Saint-Syriens. Donc aujourd'hui, l'armée togolaise a évolué en formation, même en niveau de base de recrutement. Donc vous comptez sur la grande muette pour rétablir la démocratie dans votre pays? Même elle est fatiguée. L'armée est fatiguée. L'armée est fatiguée et c'est pour ça que nous avons créé une image qui nous permet d'expliquer la situation dans laquelle se trouve le régime, le pouvoir, l'armée et le peuple. Parce que vous savez, la minorité qui pille le pays, et le fort l'a attesté,
nous sommes dans une situation, dans la situation présente, comme ça que je présente, j'utilise l'image là pour présenter la situation au Togo. Vous avez le pouvoir, c'est-à-dire Faure et son équipe, la minorité qui gouverne, qui pille le pays. Vous avez l'armée qui est comme un piquet et le peuple qui est comme le mouton. Vous savez, quand vous attachez le mouton au piquet, vous êtes tchadien, vous comprenez mieux ce que j'ai dit. Quand vous attachez le mouton au piquet, le piquet a l'impression que c'est seulement le mouton qui est attaché. Or, la corde que vous voyez au cou du mouton, vous la retrouvez autour du piquet. Et donc, quand le piquet a l'impression que c'est le mouton qui est seulement attaché, le piquet pense que son destin n'est pas lié à celui du bœuf. Donc, l'armée a l'impression de gouverner parce qu'Yadema leur a dit, moi je suis de votre corps, je suis militaire. Et donc, c'est l'armée qui est au pouvoir. Si vous laissez les civils prendre le pouvoir, vous aurez chaud. Et donc, à partir de ce moment, l'armée a l'impression de gouverner avec la famille Yadema, ou en tout cas avec la minorité. À partir de ce moment-là, l'armée défend mort du coup, coûte que coûte le pouvoir en place. Et donc, maintenant, nous sommes en train de leur expliquer qu'en fait, ils sont victimes responsables, c'est-à-dire on est en train de les utiliser. Leur destin est lié au destin du peuple. Oui, mais beaucoup de vos collègues de l'opposition pensent que l'armée togolaise est clanique. Hein, et on n'y retrouve que des Kabyles, l'ethnie de Faure-Gnassingbé. Oui, mais même au camp héritier, Yadema n'a jamais remporté les élections. Pourtant, le parti au pouvoir est les militaires les moins payés en Afrique, c'est les militaires togolais. C'est les militaires togolais. C'est une misère. Les militaires les moins payés, c'est les militaires togolais. Et quand bien même ils participent aux missions des Nations Unies, ils ne sont pas payés sur place. Ils reçoivent leur solde au pays et une solde diminuée. Vous avez appris quelque part que quand vous êtes recruté dans l'armée, vous faites 6 mois gratis sans être payé. Et après, vous faites 18 mois au cours desquels vous gagnez 1800 francs par mois. Vous avez appris que ça se passe dans un pays comme ça. Mais bien, au Togo, c'est ce qui se passe. Donc, la misère, elle est aussi au sein de l'armée. C'est vrai, c'est la grande muette. L'armée ne parle pas, mais elle est consciente de la situation. Donc, quand elle ne vote pas forcément le RPT. C'est même pour ça. C'est d'ailleurs pour ça que le pouvoir fait en sorte que l'armée vote avant. L'armée et les forces de sécurité de l'ordre votent avant. Oui, mais là, ça se fait dans beaucoup de pays, non? Les militaires chez nous, c'est une stratégie. C'est une stratégie. Et qu'est-ce qu'ils font? L'armée vote avant et juste à la fermeture des bureaux de vote, on la déploie sur l'ensemble du territoire et notamment à Lomé pour faire peur, pour semer de la terreur, vous dire nous allons encore gagner, mais restez tranquille. Ouais. Vous accusez donc Faure-Gnassingbé de vouloir s'éterniser au pouvoir. Or, beaucoup d'indicateurs montrent quand même qu'il y a eu des progrès, non, sur le plan économique, social au Togo. Des progrès en quels termes? Le pays a organisé quand même beaucoup de sommets ces derniers temps. Des infrastructures ont été construites. C'est quand même des progrès, non? Si la multitude de sommets faisait d'un État un État développé, c'est sous Yadema que le Togo aurait été un pays développé. Parce que presque tous les sommets, la majorité des sommets en Afrique s'étaient déroulés au Togo. Lomé 1, Lomé 2, Lomé 3, Lomé 4. C'était un balai interminable sous Yadema. Mais Yadema a laissé un Togo pauvre derrière lui. Un Togo misérable. Donc ce n'est pas les quelques sommets qu'organise Faure qui vont faire du Togo un État développé. Oui, mais est-ce que vous ne reconnaissez pas quand même qu'il y a une offensive diplomatique lancée ces dernières années par le régime Faure-Gnassingbé? On a vu récemment le président Gnassingbé qui était ici en Allemagne, son ministre des Affaires étrangères Doucet qui était là. Est-ce que cette offensive diplomatique ne va pas bénéficier au pays? C'est dans leur logique. La légitimité extravertie. C'est-à-dire ils recherchent la légitimité de l'extérieur. Pour eux, il faut convaincre la communauté internationale pour dire, c'est à partir du moment où l'Allemagne dit ça va, où la France dit ça va au Togo, le Togo se développe, ça change, eh bien ça change. Donc, ils sont en train de chercher une légitimité à partir de l'extérieur. Or, la légitimité se construit de l'intérieur. C'est à l'intérieur qu'on construit la légitimité. Les Allemands ne sont pas électeurs au Togo. Les Français ne sont pas électeurs au Togo. Oui, si ça va bien au Togo, c'est aux Togolais d'en juger, c'est aux Togolais de l'apprécier. Oui, mais lors de la dernière présidentielle, Faure-Gnassingbé a été élu au la main. Est-ce n'est pas le signe qu'il est quand même populaire dans vous avez vu la catastrophe, le cinéma, le tableau macabre, le tableau ridicule, en tout cas, qui a été présenté le jour de la proclamation des résultats. La CENI a offert le Togo
le Togo à la risée du monde. Vous avez vu les conditions dans lesquelles les résultats ont été donnés? C'est une catastrophe, c'est une pagaille. Ouais. Autre sujet qui défait la chronique dans votre pays, c'est la fermeture des chaînes privées, LCF et City FM. Vous pensez aussi que ce sont des manœuvres du pouvoir pour étouffer des voix discordantes? D'abord, les médias d'État ne fonctionnent que pour le régime en place, pour le parti en place, le parti au pouvoir. Or, les médias d'État sont financés par l'argent du contribuable. Médias d'État dans la poche du parti au pouvoir. Ça, c'est un premier problème. Donc, l'opposition n'a pas accès aux médias d'État. Maintenant, comme si cela ne suffisait pas, la presse écrite et les radios sont harcelées. Il y a une pression terrible sur les médias au Togo. Et c'est l'exemple que vous donnez, City FM et LCF qui ont été fermés. Il y a eu des manifestations. Nous avons pondu des déclarations pour fustiger cet état de choses. Cette violation de la liberté d'expression, mais le pouvoir continue dans sa logique. Vous savez aussi le pouvoir reproche à ces deux organes de presse de n'avoir pas rempli les conditions administratives pour fonctionner. Et il n'y a pas les seuls qui sont harcelés. Et à l'intérieur du pays, il y a une pression terrible sur les radios. À l'intérieur du Togo, il y a des débats que vous ne pouvez pas mener sur les radios. Ils ont peur de la liberté d'expression. Et même quand il s'agit de s'exprimer dans le cadre des meetings politiques de l'opposition, ce n'est pas donné. Oui, vous-même, votre meeting a été interdit récemment, non, à Kara? Oui, d'abord le 12 mars 2017, à Mango, le commandant préfet de Mango a empêché notre meeting. Ensuite, nous sommes arrivés le 25 à Kara, et c'est la même chose. Et il y a quelques jours avant qu'on arrive à Kara, Bodjona a eu du mal à arriver dans son village. Oui, Pascal Bodjona a eu du mal à arriver dans son village. Le pouvoir est en train de créer des zones de territoire interdites à l'opposition. Et ce n'est pas normal. Vous avez vu, cette image a fait le tour du monde, des gendarmes en train d'emporter notre groupe électrogène. Parce que nous sommes arrivés sur les lieux et on s'est rendu compte que la gendarmerie était déployée pour empêcher le meeting. Et il y a eu une combine entre la gendarmerie, le préfet, la mairie, et puis même le ministère de l'Intérieur, parce que quand j'ai discuté avec le commandant de la gendarmerie, je me suis rendu compte qu'il recevait des coups de fil de façon fréquente, et je me suis rendu compte qu'il était appelé de Lomé. Il fallait tout faire pour nous empêcher de parler. Et quand je me suis mis au podium pour parler, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont coupé le courant, nous avons mis en marche le groupe électrogène, alors il fallait l'emporter pour empêcher que le meeting ait lieu. Et c'est ce qui s'est passé. C'est un scandale. Vous ne pouvez pas entendre parler des événements comme ça là. Des choses comme ça ne se passent pas au Burkina, au Bénin ou ailleurs. Ce n'est pas possible. Donc, ils sont en train de créer des zones interdites à l'opposition et ce n'est pas normal dans une démocratie. Oui, vous êtes un voisin du Bénin. Vous avez suivi la récente actualité avec le rejet du principe d'adoption de la réforme constitutionnelle et institutionnelle initiée par le président Talon. Quelle est votre réaction? Moi, je pense que, d'abord, par principe, une constitution est faite pour durer. Parce que c'est le soubassement, c'est le socle, c'est la fondation de l'édifice des lois. Alors, c'est vrai, elle est faite pour durer, mais elle se révise de temps en temps pour s'adapter. Une constitution a besoin de s'adapter. Maintenant, pour l'adapter, il faut l'avoir appliquée pendant un temps pour pouvoir l'expérimenter, pour pouvoir documenter ses faiblesses et voir vers quoi on avance. Mais on n'avance pas dans un tel domaine sans avoir discuté de façon inclusive. Il fallait discuter de cette question-là, de réforme constitutionnelle, jusqu'à la base, jusque dans le village, dans les vestibules. Parce que c'est toute la nation qui s'engage. Et si ça n'a pas été fait, c'est dommage. Oui, mais est-ce que les députés béninois ne devaient pas simplement adopter le principe de discussion de ce texte? Ils pouvaient ne pas l'adopter au final. En dehors du débat à l'Assemblée nationale, on peut ouvrir les débats sur les chaînes de télévision, sur les chaînes de radio, dans les quartiers, entre les jeunes, entre les femmes. Parce qu'il s'agit aussi de s'interroger sur le passé du Bénin ou le passé de l'Afrique. Vous savez, l'État n'est pas né en Occident. L'État n'est pas né en Occident. L'État est né en Afrique. Par le pharaon qui s'appelle Narmer. C'est celui-là que les Grecs appellent Ménès. 3300 avant Jésus-Christ,
l'État était né en Afrique. Ça veut dire que l'Afrique a une expérience millénaire de l'État. Donc, nous pouvons aller creuser, nous pouvons aller puiser là-bas. Le Bénin peut puiser dans l'expérience du Dahomey, qui a connu le bicaméralisme, par exemple. Oui, au-delà du débat même, il faut aller en profondeur dans l'histoire de l'Afrique noire. C'est important. C'est important. Il ne suffit pas de réunir quelques parlementaires pour discuter, de dire voilà comment nous avançons. Oui, mais il y avait quand même une autre possibilité, même si les députés adoptaient donc le principe de révision de la Constitution, eh bien les populations béninoises pouvaient être appelées à donner leur point de vue lors du référendum. Ils doivent comprendre ce qui se passe avant d'engager tout le peuple. Le peuple doit comprendre ce qui se passe. Parce que la souveraineté appartient au peuple. C'est vrai, l'Assemblée nationale, c'est une représentation du peuple, mais c'est une représentation passagère, vous savez. Aux législatives prochaines, la majorité peut basculer, mais le peuple reste souverain sur toute l'échelle du temps. Donc, c'est à lui de débattre, de discuter, d'alimenter maintenant le débat au niveau de l'Assemblée nationale, de voir vers quoi on avance. Mais il faut aussi approfondir les recherches dans le domaine sociologique, dans le domaine de l'histoire, dans le domaine de l'anthropologie et autres, pour pouvoir documenter les constitutions dans les États africains. C'est peut-être pour ça que nous disons, mais qu'à cela ne tienne, quand vous observez les États africains, vous vous rendez compte que les mêmes choses se passent partout. Donc pourquoi ne pas avancer vers un État fédéral d'Afrique? Ouais, donc vous optez aussi, dans le cas du Togo, pour un État fédéral, c'est ça? Parce que il y a des ensembles qui ne correspondent pas à quelque chose de très concret. Le Bénin, ça ne correspond à aucune réalité palpable. Le Togo, le Ghana. Parce que vous savez, vous avez des fonds au Bénin, c'est les mêmes qui s'appellent les EV au Togo. Et les EV sont un pont entre les Yoruba et les Ashanti, et vous continuez. C'est pour cela que pour le PNP, il faut arriver à un moment donné où l'on doit refaire les programmes d'histoire en Afrique. Il faut enseigner les grands mouvements migratoires en Afrique noire. C'est ça qui permet de voir notre unité culturelle et notre unité historique surtout. Ouais, donc vous optez pour qu'on révisite un peu la structuration des pays, surtout depuis la vallée du Nil, il faut revisiter notre histoire. Et quand vous revisitez l'histoire du continent africain depuis la vallée du Nil, vous vous rendez compte que le monde nogour africain est un. C'est-à-dire que le Tchadien que vous êtes n'est pas différent du Togolais que je suis. Et pour vous, ça veut dire... Oui, concrètement, qu'est-ce que vous préconisez? Concrètement, nous avons les États actuels, on n'efface pas les frontières, mais on avance vers un État fédéral d'Afrique. Parce qu'il y a aussi la question, l'enjeu de la sécurité en Afrique. Aujourd'hui, aucun État africain n'est capable de se défendre individuellement. Il suffit d'un petit risque, nous recourons à l'occupant d'hier. Oui, ce qui s'est passé au Mali. L'Union africaine déjà existe, non? C'est pas suffisant. Il faut forcément une armée continentale, une monnaie continentale. C'est important. Oui, mais ça, c'est quand même un processus assez lent, non? Est-ce que les Africains ont les moyens d'imposer une armée unique, une monnaie unique? Ce qui est paradoxal, c'est que quand vous prenez l'Europe, c'est les gouvernants, les États qui veulent l'union. Les peuples ne la veulent pas. Parce que vous savez que l'Europe, c'est des nations qui ont été collées, même parfois de force. Mais quand vous prenez l'Afrique, les peuples sont d'accord pour l'unité. Et c'est les gouvernants qui empêchent l'unité parce que chacun veut tenir son drapeau à main. Sa petite souveraineté qui, en fait, n'en est pas une. Est-ce que l'Afrique est souveraine? La question est posée. Oui, mais les réalités ne sont pas les mêmes. Vous avez évoqué tout à l'heure le cas des EV au Togo qui ont des similitudes linguistiques et sociales avec des fonds au Bénin. Mais il n'en est pas le cas pour, par exemple, le Bénin et un pays comme le Tchad ou l'Afrique du Sud. J'étais en train de vous dire qu'il faut arriver un jour à enseigner les grands mouvements migratoires des peuples négro-africains. Depuis la vallée du Nil, depuis l'Égypte des pharaons, jusqu'aux empires, les grands royaumes, l'empire du Ghana, l'empire du Mali, l'empire Songhai, le Monomotapa, arrivé au royaume minuscule. C'est de là que nous avons été occupés et c'est ce qui a produit les micro-États dans lesquels nous végétons aujourd'hui. Ce n'est pas viable. Et Cheikh Anta Diop l'a dit, vous jeunes Africains, si vous manquez le fédéralisme, si vous manquez l'État fédéral, vous vivrez l'enfer sur cette terre d'Afrique. C'est moi qui vous le dis. Donc, à partir du moment où on restitue l'histoire de l'Afrique noire, la culture de l'Afrique noire, parce qu'en fait, pour se réunir, il faut se sentir un. On ne peut pas se sentir un quand on n'a pas la conscience historique. C'est pour cela que, pour nous diviser, il a fallu détruire notre conscience historique. Ouais.
Un autre sujet qui alimente ou bien qui défraie la chronique sur le continent, c'est la question du franc CFA. Vous, en tant que leader politique togolais, est-ce que vous optez pour que l'Afrique, du moins les États qui utilisent en commun le franc CFA, puissent créer leur propre monnaie? Il n'y a pas de précédent historique où un État ou une société humaine s'est développée sur la base d'une monnaie étrangère. Ça n'a jamais existé. Mais est-ce que ces pays sont prêts Pendant à créer leur monnaie? l'occupation de la France par l'Allemagne, la parité que l'on nous impose par rapport au CFA et au franc français et à l'euro aujourd'hui a été imposée à la France. Il y a des auteurs qui l'ont appelé le nazisme monétaire. Mais la France n'en a pas voulu. La servitude monétaire. La servitude monétaire. Vous savez, on ne peut pas se développer par la monnaie d'autrui. Parce que vous ne pouvez pas. Si vous n'avez pas la décision sur le fait de... Si vous n'avez pas la position, le pouvoir de battre votre monnaie, vous ne pouvez pas maîtriser votre balance commerciale, votre balance de paiement. Parce que le rythme de la monnaie détermine le rythme de l'économie. À partir de ce moment, c'est très clair. Les États du Nord en Afrique, les États d'Afrique du Nord sont sortis depuis les indépendances du franc CFA. Le Nigeria a battu sa propre monnaie, mais on voit un peu comment fluctue le naira. Bien sûr, toutes les monnaies fluctuent. Aujourd'hui, l'euro a des difficultés. Vous le savez très bien. La zone euro a des difficultés. Une monnaie, ça se gère. Une monnaie, ça se gère. Le Nigeria dont vous parlez, quand vous prenez tous les États de l'Afrique de l'Ouest, les États qui ont leur propre monnaie, le Ghana se porte mieux. Oui, mais le CEDI aussi a des problèmes. Oui, mais le Ghana se porte mieux que le Togo et le Bénin. Les pays de la zone franc CFA sont les derniers en Afrique. Donc vous pensez que les pays qui utilisent en commun le franc CFA sont prêts à battre leur propre monnaie? Il suffit de le décider. Si l'Assemblée nationale dit nous battons notre propre monnaie, la monnaie se bat. Nous ne pouvons pas nous développer si nous continuons pas à utiliser une monnaie étrangère, c'est-à-dire le franc CFA. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Voyez-vous, c'est un moyen d'échange, la monnaie. Mais si ce moyen d'échange est piloté de l'extérieur, vous ne vous en sortez pas. C'est pour cela que la France est obligée de contourner la démocratie dans la gestion ou dans le fonctionnement de la BCEAO. Vous savez, à la BCEAO, ce n'est pas la démocratie, c'est l'unanimité, c'est la règle de l'unanimité. Et vous avez un ou deux Français qui sont là, s'ils s'opposent à une décision, la décision ne passe pas. Et puis les banques africaines dans les pays francophones sont des succursales des banques européennes. Comment se développer dans un tel contexte? Le développement est impossible. Et vous voyez que le franc CFA de l'Afrique de l'Ouest n'est pas convertible avec le franc CFA de l'Afrique centrale. Ça permet de drainer les capitaux vers la France. Et quand nous vendons nos matières premières, entre les mains de qui l'argent est payé? C'est entre les mains de la France. Ça veut dire qu'on ne continue pas à nous gérer comme des mineurs ou des incapables majeurs, donc sous tutelle. Il faut sortir de la tutelle monétaire. Si l'Afrique n'est pas capable d'avoir sa propre monnaie, son armée, son propre droit, on ne peut pas dire que nous sommes souverains. Ouais. Moussa Faki Mahamat, le Tchadien, l'ancien ministre tchadien des Affaires étrangères, est depuis quelque temps le nouveau président donc, de la Commission de l'Union africaine. Les chefs d'État, lors de leur dernier sommet, ont décidé des mesures qui faciliteraient le financement de l'institution panafricaine via des taxes qu'ils prélèveraient et que chaque pays s'est engagé à verser. Est-ce que vous pensez que les pays africains parviendront à se financer eux-mêmes sans compter sur l'Occident? L'Occident l'Europe n'est pas autant riche que l'Afrique. Oui, mais l'Europe contribue actuellement à plus de 110% quand même pour financer l'UA. C'est une aberration. Comment se fait-il que l'Europe pauvre finance l'Afrique riche? Mais c'est parce que peut-être les Africains n'ont pas les moyens de financer leur institution panafricaine. Parce qu'ils ne sont pas souverains. Quand vous parlez de commerce ou quand vous parlez d'économie, vous parlez d'échange. Quand vous parlez d'échange, vous êtes obligé de parler de contrat. Or, il y a un principe fondamental dans le contrat, c'est la liberté contractuelle, l'autonomie de la volonté. Un État, c'est une personne morale. Mais l'État est mis en mouvement par une personne physique. Donc, il revient à dire que l'État, c'est une personne physique. Il y a un politique français qui a dit, je n'ai jamais vu passer un État, mais quand je déjeune avec des gens, c'est l'État qui paye. Quand vous prenez les États africains, aujourd'hui, on se demande, en tant que personne morale, quelle liberté
quelle autonomie contractuelle ils ont, quelle liberté contractuelle. Est-ce qu'aujourd'hui, les États africains choisissent librement leurs contractants? Ouais. Mais est-ce que vous croyez... On nous impose des contractants. Et les contrats sont imposés à l'Afrique. Nous ne vendons pas librement à qui on veut. Ouais. Est-ce que vous croyez justement aux réformes que veut entreprendre actuellement les dirigeants, que veulent entreprendre actuellement les dirigeants de l'UA? Est-ce que vous croyez en ces réformes? Il faut d'abord passer à un État fédéral. C'est-à-dire, on ne dit pas de détruire les frontières qui existent. Aux États-Unis, vous avez des États qui constituent les États-Unis, mais chaque État a ses spécificités. Le Bénin restera le Bénin. Le Tchad restera le Tchad. L'Algérie, l'Algérie. Mais du Cap au Caire, de Dakar à l'Érythrée, on est un État fédéral fort. En ce moment, nous n'avons pas besoin de demander des financements de l'extérieur alors que nous sommes assis sur un territoire riche. Les Africains ressemblent à quelqu'un qui est assis sur des diamants, mais qui est en larmes. C'est paradoxal. L'Europe n'est pas aussi riche que l'Afrique. Ce n'est pas possible. Ouais. Nous allons revenir sur le caractère clanique de la gouvernance Faure-Gnassingbé. Pourtant, en ce moment, dans le gouvernement et la plupart donc, des structures de l'État, c'est quand même toutes les sensibilités ethniques, communautaires du pays qui sont représentées. Oui, la minorité, la fameuse minorité dont parle Faure, dont il dit qu'elle accapare les ressources de l'État, toutes les ressources de l'État, cette minorité est pluriethnique. Vous avez des Évé dans cette minorité, des Tim dans cette minorité, des Kabié, des Tchokosi, des Moba, ainsi de suite. Donc, ce n'est pas une minorité monolithique, ethniquement parlant. C'est une oligarchie qui pille le pays. Et c'est pour cela aujourd'hui qu'il est intéressant de faire prendre conscience à la majorité qui est en train de... Excusez-moi, qui est en train de vivre la misère totale. Aujourd'hui, au Togo, la question « que vais-je manger demain ?» est dans tous les esprits. Que vais-je manger demain? Et nous avançons au Togo vers l'école business. C'est-à-dire que l'école va relever du marché aujourd'hui. Que vont faire les pauvres? Parce que vous n'avez pas de classe moyenne au Togo. Vous avez deux classes diamétralement opposées. Ceux qui ont tout d'un côté et ceux qui n'ont rien de l'autre. Et quand vous penchez sur les services sociaux au Togo, l'école, vous apprenez que les grèves sont partout, la grogne est partout. En ce moment, l'école n'est pas bien assurée. Les enseignants revendiquent, les élèves sont dans la rue, ils sont à la maison. Il n'y a pas, et l'école, l'éducation ne fonctionne pas très bien. La santé, c'est pire. Le plus grand hôpital de Lomé, le CHU Sylvanus Olympio, aujourd'hui, vous arrivez, les femmes en travail, qui vont accoucher dans quelques minutes, sont couchées à même le sol. Ce n'est pas croyable. Vous avez, il y a une ville de l'intérieur, Sokouré, tout le CHR n'a pas de tensiomètre. Il n'y a pas un tensiomètre au CHR de Sokouré. Ce n'est pas croyable. Donc, la santé est nulle, l'éducation est nulle, les gens ne se nourrissent pas à leur faim. Mais où va le Togo? Et qu'est-ce que vous allez préconiser si jamais vous accédez un jour à la souveraineté, disons à la magistrature suprême de votre pays? 3 choses fondamentales. Il faut que les Togolais mangent à leur faim. Il faut qu'ils soient bien soignés. Il faut qu'ils soient bien éduqués et bien formés. C'est le principal pour nous. Et en même temps, œuvrer à travailler, n'est-ce pas, pour la construction d'un État fédéral fort et moderne. D'accord. Nous nous acheminons donc vers la fin de notre entretien. Peut-être en résumé, qu'est-ce que vous avez comme message à faire passer à vos compatriotes et peut-être à vos militants aussi? Je voudrais profiter de l'occasion que vous me donnez pour remercier et faire un coucou à tous les militants et sympathisants du Parti national panafricain au Togo et de la diaspora et leur rappeler ce que j'ai toujours dit lors des réunions. Un peuple debout arrive toujours à bout de son dictateur. Les Burkinabés l'ont démontré, les Togolais doivent le démontrer. Mais en même temps, à l'endroit de la jeunesse africaine, je pense que le moment est venu d'appliquer ce que nous appelons au PNP l'opération d'eau à la mer. Au lieu de dépenser les énergies en face à la mer pour sortir de l'Afrique, nous devons retourner cette énergie vers l'intérieur du continent et détruire les derniers bastions de la malgouvernance, les derniers bastions de la dictature et décider de ce que nous voulons que l'Afrique soit demain. Oui, au début de notre entretien, on parlait donc de l'engagement ou plutôt de la coopération agissante entre l'Allemagne et le Togo. Qu'est-ce que vous, en tant que parti de l'opposition, attendez du gouvernement allemand pour le Togo? Vous savez, l'Allemagne a eu des relations séculaires avec le Togo.
Et les Allemands ont séjourné effectivement dans les villes comme Lomé, Atapamé et Sokoré. Je pense que jusqu'à aujourd'hui, le Togo n'est pas encore sorti du cœur des Allemands. Et il faut rappeler aux Allemands que leur pays qu'ils avaient appelé colonie modèle, Mousta Colonie, c'est ça, est aujourd'hui un pays dévasté. C'est un pays au fond de gouffre. C'est le dernier de l'Afrique de l'Ouest, si je puis m'exprimer ainsi. Et donc, le projet qu'ils avaient pour le Togo, il n'a pas marché. Le projet que Sylvanus Olympio avait pour le Togo, faire du Togo l'ordre de l'humanité, n'a pas marché. Parce que nous avons vécu une parenthèse de 50 ans. Une éclipse totale de laquelle il faut sortir aujourd'hui. On ne peut pas en sortir si on n'arrive pas à ramener la Constitution de 1992 et à adopter le vote de la diaspora ou bien chasser fort et son système du pouvoir. Donc oui, les Allemands, nous comptons sur les Allemands, la technologie allemande, le civisme allemand, parce que les Allemands ont un esprit très civique, le goût du civisme, oui, la technologie, et je pense qu'avec eux, on pourra quand même développer un certain nombre de secteurs sur place. Oui, on compte aussi sur l'Allemagne, mais nous pensons aussi que l'Allemagne est un État qui militera en faveur d'une monnaie autonome, d'une monnaie souveraine, parce que l'Allemagne est souveraine, l'Allemagne souhaite aussi la souveraineté